Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Twilight Struggle Red Sea publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, je vais vous expliquer les différences avec son grand frère Twilight Struggle. Et évidemment, j'assume ici une compréhension et une maîtrise de Twilight Struggle puisque je ne reviendrai pas sur toutes les mécaniques qui sont identiques à Twilight Struggle. Je vais vraiment me concentrer sur les différences entre les deux. Fait que Twilight Struggle Red Sea, c'est une initiative de GMT Games d'avoir un jeu qui réutilise les mécaniques évidemment extrêmement populaires de Twilight Struggle et qui ont fait de ce jeu-là qui a longtemps qui a longtemps trôné au sommet des ratings de Board Game Geek, puis qui est évidemment le best-seller de GMT Games à ce jour. Fait que l'idée était d'en faire une formule express. C'est pas une extension, c'est un jeu qui est standalone. C'est d'en faire une formule express qui se joue en une heure ou moins, là, dans la fameuse série des Lunchtime Games de GMT, les jeux que vous pouvez jouer sur votre heure de lunch. Là. Puis c'est vraiment le cas de Twilight Struggle Red Sea, là, ça se joue en 30-45 minutes une fois qu'on est habitué. Fait que ça se passe toujours pendant la guerre froide, là, je ne me rappelle pas exactement lesquelles années, là, mais à peu près dans le milieu du time frame de Twilight Struggle. Puis évidemment, là, on a pris une loupe, puis on a vraiment zoomé sur l'Afrique et le Moyen-Orient, qui sont les deux seules régions du jeu. Fait que c'est beaucoup plus petit. Là, là, vous ne me verrez pas scroller ou rien. Là. Voici le jeu. Voici le board. Si, bon, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de pays. Là. On est dans la catégorie là, qu'on appelle souvent là, les combats au couteau dans une cabine téléphonique. Là, mais ceux qui sont claustrophobes, abstenez-vous. Là, mais c'est comme ça. C'est tout petit. Là. C'est tout petit. Là. On ne va pas se répandre partout sur la planète. Là. On est vraiment focusé ici. Là. À noter que l'Égypte, tel qu'indiqué par ça ici, là, fait partie à la fois de l'Afrique et du Moyen-Orient, donc ça en fait évidemment un pays de choix à contrôler. Fiez-vous vraiment sur la map que vous voyez ici. Je dis ça parce qu'entre autres, vous voyez, le Kenya est un battleground country dans ce jeu-là, alors qu'il n'est pas un battleground country dans Twilight Struggle. Alors évidemment, une fois qu'on sort la loupe, puis une fois qu'on zoome, c'est normal que dans certaines régions pour lesquelles on s'intéresse d'un peu plus près, là, que certains pays à ce moment-là revêtent une plus grande importance. Puis c'est le cas du Kenya, qui a maintenant atteint le stade vénérable de Battleground dans ce jeu-là. Fait que dans le tour 1, vous allez avoir les cartes que le jeu appelle Mid-War. C'est un peu mêlant, là, mais comme je disais, là, c'est le time frame. On est à peu près pogné en sandwich dans le milieu de Twilight Struggle. Là. Fait que les cartes que vous allez utiliser au tour 1, c'est les cartes de Mid-War qui contiennent la carte de scoring de l'Afrique. OK, la carte de scoring du Middle East n'est pas là au tour 1. C'est les cartes de Mid-War avec l'Africa Scoring. Après avoir distribué 9 cartes à chaque joueur, vous n'aurez pas passé à travers ce deck-là. Il va vous rester des cartes de Mid-War que vous n'aurez pas passées, mais vous allez quand même, pour le tour 2 et le dernier, vous allez quand même prendre les cartes de Late War qui contiennent Middle East Scoring et vous allez venir les rebrasser dans le draw deck. Vous ne touchez pas à la défausse. Alors, on ne reshuffle jamais la défausse dans ce jeu-là, là, parce qu'il va vous rester à la fin du tour 1 suffisamment de cartes. Je pense qu'il y a quand même une règle, là, en tout cas, on va voir, là, mais je pense qu'il y a quand même une règle officiellement là, qui dit de reshuffler la défausse si jamais vous passez à travers le deck. Là. Mais croyez-moi, dans la grande majorité de vos games, vous ne passerez pas à travers là, parce qu'il va vous rester des cartes de Mid-War, puis après ça, vous allez mettre le petit tas de cartes de Late War, puis ça non plus, vous ne passerez pas à travers. Puis that's it, à la fin du tour 2, c'est fini. Ce qui veut dire que, hypothétiquement, oui, vous pourriez jouer une game au complet où l'Africa Scoring ne sort pas et le Middle East Scoring ne sort pas. Alors, si l'Africa Scoring était dans le bas de votre deck de départ, ensuite, elle va être reshufflée avec toutes les cartes de Late War puis le Middle East Scoring. Puis si suite à ça, les deux sont dans le bas du deck, vous n'en verrez pas une colisse. Alors, vous allez jouer tout le long aussi à anticiper puis à attendre ces cartes-là qui ne viendront jamais. Évidemment, il y a un final scoring à la fin. On va y revenir un petit peu, là, où justement l'Afrique va scorer assurément, le Middle East va scorer assurément. Mais en cours de game, vous ne le savez pas. Ça ajoute à la tension. Il y a une track de VP que j'appelle en accordéon, là, comme dans Twilight Struggle, qui va d'un bord puis de l'autre avec le 0 au milieu. Ça prend 10 VP pour avoir un auto-win, évidemment, parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus compact. Là. Fait qu'à 10 VP, déjà, on met fin aux souffrances de votre adversaire. Le DEFCON est toujours là, toujours 5 niveaux de DEFCON. Il commence à 4 au lieu de commencer à 5.
Mais sinon, c'est la même hostie d'affaires. Quand un joueur fait un coup dans un Battleground, on réduit le DEFCON. Si jamais, c'est rare qu'on fasse ça consciemment, là, mais si jamais pendant que c'est à vous de jouer, le DEFCON tombe à 1, c'est votre adversaire qui gagne. OK, peu importe la raison. Fait que, évidemment, une fois que le DEFCON est à 2, on ne fait pas intentionnellement de coups dans un Battleground Country parce qu'on donne la game à notre adversaire. Il y a des cartes qui vont améliorer le DEFCON, il y a des cartes qui vont dégrader le DEFCON comme avant. Quoique ça, ils ont amélioré le wording. Là, maintenant, c'est increase, donc augmenter le DEFCON, c'est vraiment par rapport au chiffre de s'en aller vers la droite, vers la paix et la quiétude. Puis de diminuer le DEFCON, c'est vraiment de s'en aller vers la gauche, puis de s'en aller vers le trouble. Il y a une mini Space Race, évidemment, c'est beaucoup moins élaboré là, que l'autre, là, parce qu'il y a 2 tours, hostie, là. Même, vous allez dire, Chris, comment ça qu'il y a 3 boîtes, Marco? Ben, c'est parce qu'il y a une carte, l'équivalent là, du scientifique nazi capturé. Je ne me rappelle pas si ça s'appelle la même affaire dans celui-là, là. Mais bref, il y a une carte qui vous permet d'avancer automatiquement sur la Space Race. Fait que le plus loin que vous allez pouvoir vous rendre, c'est 3. Ça prend un jet de dés, ça prend une valeur minimum de hops aussi pour essayer de faire sa tentative, une seule tentative par tour. Puis c'est le même principe que Twilight Struggle autrement. Là, tu sais, on peut checker les boîtes parce qu'il n'y en a pas une tonne. Là. Mais tant que je suis ici, je profite de ce bénéfice-là jusqu'à temps que mon adversaire me rattrape. Ici, cette case de VP-là, ben, le premier qui arrive fait le premier chiffre à gauche, le deuxième qui arrive fait l'autre chiffre à droite. Puis étant donné qu'il y a une seule personne qui peut se rendre ici de toute façon dans une game, ben, calice, par exemple, si vous vous rendez là, vous pigez une carte et vous scorez 3 VP. C'est énorme là, sur une petite track de 10 VP. Là. C'est beaucoup. Là. Mais ça prend une carte de 3 hops pour venir à bout de se rendre là. Puis ici, c'est intriguant un peu comme avantage, là, mais d'enlever une influence d'un pays après le headline phase. Ben, des headline phase en tout et partout dans le jeu, vous en avez 2. Tour 1, tour 2. Puis à moins de faire une pogne comme j'ai déjà fait quand j'avais fait mon tournoi, mais tu sais, comme headline, si vous jouez la fameuse carte qui vous avance au tour 1, vous allez bénéficier de ça parce que la headline phase n'est pas finie encore. Vous le faites pendant la headline phase, puis vous allez en bénéficier au tour 2. Mais sinon, 80% du temps, le joueur qui se rend là, il va en bénéficier uniquement lors de l'headline phase du tour 2. Patata, fait que ça c'est bon. Chaque joueur reçoit 9 cartes, monte sa main de cartes à 9 au début de chaque tour. Fait que oui, vraiment au début de la game, on deal 9 cartes à chaque joueur, mais après ça, ça va dépendre. En théorie, chaque joueur joue un headline. Après ça, c'est à toi, à moi pendant 7 cartes. Fait qu'en théorie, il va vous rester une carte à la fin du tour. Il y a une coupe d'affaires qui peut venir influencer ça, mais tout ça pour dire qu'au tour 2, on remonte les 2 joueurs à 9 cartes. Maintenant, parlons des affaires un peu plus fuckées. Fait que l'Éthiopie et la Somalie ne sont pas des battlegrounds, ils n'ont pas la fameuse bannière mauve. Par contre, il y a une nouvelle petite icône ici d'éclair qui en fait ce que le jeu appelle des Flashpoint Countries. Fait que c'est quand même des pays chauds. Euh, Probablement, oui, dans le sens météo, là, mais aussi dans le sens conflit. Là. Fait que toujours en guerre, je pense, pendant la période qui est couverte par le jeu. Là. Fait que la règle, c'est que quand vous essayez de faire un coup dans un de ces 2 pays-là, avant de procéder à votre coup, vous allez révéler la première carte du dessus du deck. Si c'est une carte de 3 hops ou de 4 hops, vous faites juste la prendre et vous la remettez en dessous du deck. Puis vous faites votre coup. Ni vu ni connu. Si par contre la carte que vous révélez sur le dessus du deck, c'est une carte de scoring, une carte de 1 hop ou une carte de 2 hop, la toute première chose que vous allez faire, c'est que vous allez réduire le DEFCON. Comme si c'était un Battleground Country. À la limite, là, on peut le voir comme ça. Là. Et oui, si vous faites ça et que le DEFCON est à 2, ben, en fait, faites pas ça si le DEFCON est à 2 parce que vous avez énormément de chances de donner la game à votre adversaire. Fait que si vous le faites quand le DEFCON est à 2, puis que vous avez la malchance, entre guillemets, de tirer une scoring card ou une carte de 1, une carte de 2 du dessus du deck, le DEFCON réduit, c'est game over, votre adversaire gagne la game. Si votre adversaire n'a pas gagné la game suite à ça, si c'est une scoring card que vous avez révélée, on fait la scoring card tout de suite, avant de faire votre coup. Fait que l'ordre, c'est qu'on réduit le DEFCON si c'est une scoring card ou une carte de 1 ou de 2 up. Après ça, si c'est une scoring card, on fait la scoring card. Puis après ça, la scoring card, la carte de 1 ou la carte de 2 est défaussée. Puis là, on procède avec votre coup. Fait que
Il y a des gens qui les appellent des demi-battlegrounds. Je comprends l'image, là, puis c'est assez flavorful. Dans les faits, j'ai pas rechecké le deck dernièrement, là, mais ça m'avait frappé les fois que j'ai joué. Il n'y a pas beaucoup de cartes de 3 puis de cartes de 4. C'est pas 50% cette affaire-là, c'est pas mal plus 60-70% que le Defcon drop. Il y a beaucoup plus Ma main a l'air balancée ici, là, parce que j'ai 3 cartes de 3 là, mais je pense que j'ai une main chieuse en ce moment. J'ai vu beaucoup de cartes de 1 puis de 2, c'est pas un feeling, là. J'ai vu beaucoup de cartes de 1 puis de 2 dans ce jeu-là. Des cartes de 4, honnêtement, il y en a genre 2-3. Il y a une coupe de cartes de 3 quand même, là, mais la majorité, c'est du 1 puis du 2. Fait que tenez-vous là pour dire, et si vous essayez de faire un coup en Éthiopie puis en Somalie, peut-être un 60-70% de chance, selon moi, que le DEFCON descende. Fait qu'à bon entendeur, salut. N'oubliez pas que la carte de 3 ou de 4A, vous la collez en dessous, puis là, dites-vous pas, ah, si je te reverrai pas tout du reste de la game, c'est sûr, sûr et certain. Parce que si vous êtes au tour 1, n'oubliez pas qu'au tour 2, vous prenez les cartes de Late War, puis après ça, vous rebrassez le deck au complet. Là. Fait que votre fameuse carte de 3 ou de 4 que vous aviez collée en dessous, là, elle peut très bien être sur le top du deck au début du prochain tour. Par contre, effectivement, si c'est au tour 2 que ça arrive, vous risquez de ne pas la revoir. Puis pourquoi le jeu ne présume pas que vous passerez jamais à travers le deck, c'est à cause de cette fucking mécanique-là. Fait qu'en théorie, si les joueurs se tannent pas puis arrêtent pas de faire des coups en Éthiopie puis en Somalie, puis que c'est tout le temps des cartes de 1 puis de 2 qui sortent, puis là le Defcon descend, mais pour une raison X, on réussit à remonter le Defcon, puis on réussit à passer à travers le deck de cette façon-là. Écoute, peut-être que vous pouvez passer à travers, mais je vois pas comment c'est possible personnellement. Moi, je pense qu'ils ont laissé la règle du reshuffle pour ceux qui jouent la variante à 3 tours. Ou est-ce que là, si tu joues un troisième tour, c'est quasiment sûr que tu vas passer à travers le deck. Là. Quoique je n'ai pas checké les règles du jeu à 3 tours. Moi, quand c'est quelque chose d'optionnel ou une variante, puis tout ça, moi, j'ai tendance à focusser sur les règles là, par défaut avant de commencer à me lancer là-dedans. Puis Twilight Struggle, Red Sea, là, pour ceux qui suivent mon histoire, le savent que j'ai joué peut-être 6-7 games dans ma vie au gros total. Fait que je suis pas rendu au stade où est-ce que pour pimenter ma vie de Twilight Struggle Red Sea, il faut que je check toutes les variantes. Là. Fait que c'est quoi l'intérêt de ces crises de pays-là? Les joueurs compétitifs parmi vous se disent peut-être, c'est même pas des battlegrounds, que j'en ai à call ici de faire des coups dans ces pays-là. Ben regardez ici mes joueurs compétitifs. Alors, quand la carte de scoring de l'Afrique sort, spécifiquement la carte de scoring de l'Afrique, un joueur a une auto-victory s'il contrôle l'Éthiopie et la Somalie et plus de pays africains que son adversaire. Alors, c'est résumé ici avec une belle typo qui est particulière à l'implantation digitale, je crois. Mais si un joueur contrôle l'Éthiopie, il contrôle la Somalie et il contrôle plus de pays africains, on s'entend que ça, c'est 2 pays africains en partant. Là. Fait que ça ne vous en prendra pas une tonne d'autres pour avoir la deuxième condition. Là. Mais si vous avez ça au moment où l'Afrique scoring, la carte sort, vous gagnez automatique, peu importe où sont rendus les VP ou rien. C'est là l'importance de ces pays-là. Fait que vous pouvez vous en coller ici si vous voulez. Mais si vous en collissez et votre adversaire s'en collisse pas, ça se peut que vous ayez de mauvaises surprises quand l'Africa Scoring va sortir. Même principe quand le Defcon est à 2 ou 3, essentiellement. Plus de coups, plus de realignment possible au Middle East, comme dans le jeu de Twilight Struggle. L'Afrique, par exemple, est toujours wide open, mais évidemment, si le Defcon est à 2 puis vous faites un coup au Kenya, vous allez donner la game à votre adversaire pareil. La carte de l'autonomie roumaine, qui est l'équivalent de la China Card, si on veut, elle commence la game avec le joueur américain. Elle vaut 2 hops. Elle vaut plus 1 de hops si vous tirez de l'arrière au niveau des VP au moment où vous la jouez. Fait qu'elle vaut 3 hops si vous tirez de l'arrière au niveau des VP. Puis si vous l'avez toujours en votre possession pendant le final scoring, vous allez scorer un VP. Même principe que la China Card, sinon, si je suis le US puis je la joue, je la redonne face down à mon adversaire russe. Au début du tour, il va la recrisser face up et il peut à son tour soit décider de la garder ou décider de la jouer pour ses avantages. Évidemment, il y a un autre perk intéressant, c'est comme la fucking China Card. Quand vous jouez cette carte-là, ça va vous permettre à la limite de garder une autre carte chiante de votre adversaire en main. Si vous avez une carte chiante de votre adversaire, vous n'êtes pas pire, vous allez pouvoir la garder à la fin du tour, normalement, à moins qu'il y ait des patentes qui vous fassent défausser. Mais si vous en avez une deuxième d'incroyablement chiante, si vous voulez garder les deux, ben là, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir jouer la Romanian Autonomy à un moment donné.
Puis la dernière bébite spéciale, c'est cette boîte-là ici, là, les Strategic Sea Lanes, le contrôle des voies maritimes stratégiques. C'est considéré à la limite comme un, faut le voir un petit peu comme un pays là, qui a une valeur de stabilité de 4. Il n'est pas adjacent à rien. Vous pouvez tout le temps colisser de l'influence là-dedans sans avoir besoin d'avoir de l'influence ailleurs, là, contrairement aux autres pays qui, eux autres, ont des concepts d'adjacence comme dans Twilight Struggle. Puis, jamais moyen de faire de coups, jamais moyen de faire de réalignement dans cette place-là. On ne peut qu'y placer de l'influence. Puis là, il y a deux niveaux. Soit vous avez plus d'influence que votre adversaire dans cette case-là, ou que vous la contrôlez. La contrôler, oui, c'est d'avoir 4 d'influence de plus que votre adversaire. Fait que si vous avez plus d'influence que votre adversaire dans cette boîte-là, quand une scoring card est jouée, vous allez faire un VP de plus. Puis à la fin de la game, pendant le final scoring, vous allez faire un VP de plus. Par contre, si vous contrôlez les Strategic Sea Lanes, à la fin de la game, vous allez faire 2 VP de plus. Et surtout, ça c'est assez malade. Alors, supposons que je contrôle les Strategic Sea Lanes puis que la carte de scoring de Middle East sort. Ce que le jeu dit, c'est que le joueur qui contrôle les Strategic Sea Lanes quand une scoring card est jouée double son nombre de points. Tabarnak. Fait qu'imaginez que je contrôle, on va dire que je domine le Middle East. Fait que si je domine, ça veut dire que j'ai 5. J'ai minimum un Battleground vu que je domine. Fait que ça va me donner 6. Je contrôle les Strategic Sea Lanes, ça m'amène à 12. Les chances sont que mon adversaire va juste avoir présence, fait qu'il va avoir 3, 12 moins 3, ça fait 9. Fait que si vous voyez que votre adversaire commence à jouer ici, faites attention. S'il n'y a aucune carte de scoring qui sort, ça va peut-être être un gaspillage de hops au total pour lui, là. Mais s'il y a des cartes de scoring qui sortent et qui est en bonne posture dans ces régions-là, là, et Chris, et Chris, watch out. Évidemment, c'est comme Twilight Struggle, le feu est tout le temps pogné dans ce jeu-là. Là. C'est bien rare que vous allez chiller pendant 2, 3 cartes. Qu'est-ce que je ferais bien avec mes hops? J'ai rien à colisser, ça va bien partout, puis je vais mettre des points ici. Fait que, tu sais, de temps en temps, on met un point ici, puis on se sent quasiment coupable, là, parce qu'on s'est pas occupé des autres régions, puis toute l'équipe, puis on dit, My God, la scoring card va-tu sortir? Oh non, le Defcon est à 3, il peut me faire un autre coup. Tu sais, c'est rare en crise qu'on est chill, puis qu'on peut mettre beaucoup de points là-dedans. Là. Puis sinon, ben dans le final scoring, l'Afrique va scorer, le Middle East va scorer, qui aille scorer ou non avant, ça n'a pas d'importance. La condition d'auto-victory n'est pas tenue en compte pendant le final scoring. Le joueur qui a la carte de Romanian Autonomy score un VP, puis plus d'influence que votre adversaire ici vous donne un point. Par contre, contrôle de cette space-là vous donne 2 points au lieu d'un. C'est pas mal ça fait pas mal le tour des différences entre Twilight Struggle, Red Sea et Twilight Struggle. Ça va être une courte playlist. Prochaine vidéo, je vais vous donner mon opinion sur le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé. Ça va être très subjectif, c'est la critique de Marco, essentiellement. Puis après ça, je pense que ça va y être. Je pense que je jouerai bien contre l'intelligence artificielle, mais sans surprise, il n'est pas mardeux. Il n'est pas vargeux, je devrais dire. Il est peut-être mardeux, mais il n'est pas vargeux, je devrais dire. Puis c'est bon pour apprendre le jeu, là, mais à part de ça, là, il n'est pas comme attendre que cette intelligence artificielle-là va vous challenger à pu finir. Là, ça donne pas des matchs hyper intéressants au niveau stratégique. Il n'y a rien comme un adversaire en chair et en os. Fait que manquez pas ma critique dans le prochain vidéo. À plus.